Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire. On va commencer dans quelques minutes. Je regarde qui est déjà connecté. Ah, bonjour Serge, d'entrée de jeu qui nous passe le bonjour. Alors je ne connais pas Serge, Green Conseil. Enchanté Florence Renaud, IFBTP, RA, je ne connais pas non plus. Bonjour Aline Lebrun, avec qui on avait eu déjà une fois un contact il y a quelques temps. Bienvenue, ça me fait plaisir de vous voir ici. Nicolas, bonjour Nicolas de Liberty Co. Bonjour Valérie Audebert de Carpimco, que je ne connais pas non plus. Alors on va commencer dans quelques minutes, le temps que tout le monde se connecte. On va parler donc d'onboarding ou d'intégration si on parle plus français. Et c'est pas plus mal de temps en temps, et de plus en plus, ce serait bien d'ailleurs de parler un petit peu plus français. Donc on va parler de cet onboarding, mais avec un angle un peu différent. J'ai voulu avoir un angle qui était peut-être plus orienté sur le collaborateur lui-même, parce qu'on parle souvent d'intégration comme un moyen pour l'entreprise. Et on en parle rarement comme un moyen pour le collaborateur, même si on sait bien que c'est induit derrière, que le collaborateur est actif et que c'est pour le collaborateur qu'on fait ça. Mais je trouve qu'on le fait souvent un peu trop centré sur nous-mêmes, centré sur l'entreprise, centré sur nos besoins et pas forcément assez sur le collaborateur. Donc j'ai voulu avoir une approche peut-être un peu plus psycho que ce qu'on peut voir dans de nombreux articles. Et j'ai pris le temps de bien la travailler justement pour que ça vous apporte le plus une vision, en tout cas la plus intéressante possible. Alors, ce micro-webinaire va durer environ 30 minutes. Alors après, moi, je suis toujours disponible pour échanger, pour répondre à vos questions si vous en avez. Plus vous avez de questions, plus l'échange est intéressant. Pendant que je parle, comme c'est un micro-webinaire et que je fais un sprint, on va dire, d'environ 25 minutes, je le fais plutôt de manière plus directe. Je vois souvent vos questions apparaître, donc en fonction, parfois j'y réponds, mais souvent je les garde pour la fin. Mais n'hésitez pas vraiment à poser vos questions, plus il y a d'échanges et plus ce sera intéressant. À faire connaissance, Serge, avec grand plaisir. Florence qui nous dit bonjour également, Aline, donc rebonjour. Voilà, je suis tout seul aux manettes, alors vous allez me voir des fois faire des petits zigzags et m'avancer sur mon ordinateur. Alors vous avez le temps qu'on commence un petit sondage qui est dans une des fenêtres de votre interface. Et le sondage, c'est pensez-vous pouvoir améliorer l'onboarding dans votre entreprise? J'ai volontairement pas voulu poser la question, savoir si vous aviez des choses en onboarding, parce qu'on a quasiment tous des choses déjà existantes en intégration, mais c'est surtout l'envie de l'améliorer qui est intéressante et qui m'intéresse aujourd'hui. Alors, ce que l'on va voir, il faut que je vous partage quand même ma présentation également, et c'est là où je vais voir un petit peu moins vos commentaires, pardon. Hop, voilà. Normalement, vous devez voir mon écran. Donc voilà, j'ai réintitulé Bienvenue d'abord, pour le forcément Bienvenue à bord. Et si ça veut bien marcher, voilà ce que l'on va apprendre en 30 minutes. Donc, je vais vous parler des enjeux de l'onboarding et des chiffres à retenir. Alors, les chiffres à retenir, moi, j'ai fait une sélection, bien sûr, des chiffres qui me paraissaient intéressants. Il y a plein de chiffres sur l'onboarding, mais en fait, ils tournent tous un peu en rond. Et j'en ai choisi 4 principalement, moi, qui me parlent. Après, je vais vous donner, et ce sera le cœur de cette présentation, des 5 clés pour intégrer efficacement un collaborateur. Et c'est là qu'on va parler plutôt approche psychologique du collaborateur et la manière dont il peut vivre et forcément ce que l'entreprise doit faire en face pour répondre à ce vécu du collaborateur et donc répondre aux chiffres que j'aurais précisés juste avant. On fera un petit point sur les outils de l'intégration. Et puis, rapidement, parce que je n'ai pas forcément voulu cibler là-dessus, j'ai vraiment plus envie de vous apporter un contenu générique qui peut vous servir, quelles que soient les solutions que vous utilisez. Bien sûr, si vous avez envie d'utiliser le microlearning et YouMonkeys,
pour créer un parcours d'intégration très bien, avec grand plaisir. On sera très heureux de vous aider, sachant qu'on a une solution adaptée à ça, bien sûr. Mais je ne veux pas faire le focus trop longtemps sur ce sujet-là. Alors, on va partir. Juste pour ceux qui ne me connaissent pas, Serge, vous disiez, on va faire connaissance. Donc moi, je m'appelle Vincent Caltabellota, je suis le fondateur de YouMonkeys, solution de micro-learning, mais j'ai également une activité à côté depuis une quinzaine d'années, historiquement de consultant et formateur indépendant, et je me suis centré depuis 5 ans à peu près sur l'avenir des entreprises, suite à un livre que j'ai écrit qui s'appelle « Inventons l'entreprise du XXIe siècle », puis un deuxième sur le commerce qui s'appelle « L'Homo commercius du XXIe siècle ». Et mon métier aujourd'hui, sur ce côté-là, c'est essentiellement de faire, d'écrire des livres, d'écrire pas mal d'articles et de faire des conférences un peu partout en France et parfois ailleurs. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai eu l'idée de créer YouMonkeys. Il y a déjà bientôt 4 ans et la société existe depuis 3 ans aujourd'hui. Et cette philosophie de micro-learning est vraiment venue de réflexion avec des DRH. Elle est venue d'un besoin des collaborateurs de se former différemment. Donc, à la base, c'est pas un outil, c'est vraiment une pédagogie. Voilà, je ne veux pas passer plus de temps là-dessus, mais que vous sachiez qui vous avez en face. Et puis, j'interviens aussi dans de nombreuses écoles et universités sur les aspects managériaux, essentiellement. Voilà pour les présentations. Je ne fais pas un tour de table complet, ce serait trop long, mais on pourra le faire avec plaisir à l'issue de ce webinaire. Je pars directement sur les enjeux. Alors, quand vous regardez sur Internet, vous voyez 3 enjeux qui reviennent régulièrement. Le premier, et c'est celui qui revient le plus souvent, c'est fidéliser les collaborateurs. J'ai mis volontairement un picto que je n'aime pas, mais je l'ai mis quand même, parce que c'est justement cette vision-là dont je parlais tout à l'heure, cette vision entreprise qui veut attirer ou retenir les collaborateurs. Mais je rappelle que la meilleure clé de fidélisation, c'est avant tout le recrutement. Et on en parlera du recrutement tout à l'heure, rapidement, mais c'est un des points essentiels de l'onboarding. Un bon onboarding et une bonne fidélisation commence par un bon recrutement. Alors, vous allez me dire, bah ouais, mais c'est pas forcément nous qui faisons le recrutement en amont, mais ça rentre en ligne de compte. Et moi, je lutte souvent contre les entreprises qui veulent retenir leurs collaborateurs. Retenir un collaborateur, c'est comme, j'allais dire, retenir quelqu'un qu'on aime dans un couple. Pour le retenir, il faut avant tout lui donner envie. C'est pas en lui donnant des outils qu'on va le faire rester. C'est avant tout en partageant une aventure ensemble et en donnant de la vision, de l'ambition. C'est comme ça qu'on retient les gens et c'est pas forcément avec des outils. Donc j'ai mis volontairement ce picto pour pouvoir vous aborder, vous donner en tout cas cette vision de la fidélisation. Deuxième enjeu, optimiser les coûts. Ben ouais, parce qu'un recrutement, ça coûte cher. Alors, il y a plein de chiffres sur les coûts du recrutement, 1 mois, 2 mois de salaire, 7 000 euros. On trouve plein de choses, peu importe, ça dépend des entreprises, ça dépend des domaines, ça dépend des métiers, ça dépend de plein de choses. Mais en tout cas, le recrutement coûte cher et garder quelqu'un, c'est une source d'optimisation des coûts. Et pour le garder, on sait que l'onboarding et l'intégration est un des points essentiels. Et puis, réduire l'effort du recrutement parce que indirectement, il y a des coûts, c'est une organisation, c'est des coûts indirects, c'est des personnes qui travaillent, c'est du temps que l'on passe et qui peuvent parfois nous casser une forme de zénitude. J'ai mis volontairement cette photo-là parce que recruter, ça stresse. Quelqu'un qui s'en va, ça stresse, ça perturbe une organisation. Et donc, mieux intégrer, c'est encore une fois gagner une forme de sérénité pour l'entreprise, pour le collaborateur et pour l'entreprise. Voilà les enjeux. Moi, ce qui m'a donné envie de faire ce webinaire, c'est ces chiffres-là. Je suis tombé sur cette statistique, 82% des entreprises ne se sentent pas prêtes le jour de l'arrivée d'un nouveau collaborateur. Et là, on ne parle pas de est-ce que vous avez un module ou un parcours d'intégration, est-ce que vous êtes bien structuré, non, c'est un ressenti. Les entreprises ne se sentent pas prêtes le jour de l'arrivée d'un nouveau collaborateur. Et ça, c'est vachement important. 82%, c'est-à-dire une énorme majorité des boîtes, et donc des managers, et donc des RH, ne se sentent pas prêts le jour de l'arrivée d'un nouveau collaborateur. Ce qui est énorme, parce qu'un collaborateur qui arrive, c'est quand même une nouvelle ressource, c'est quand même une bouffée d'oxygène. Parfois, c'est un espoir, c'est une bonne nouvelle. Et quand on n'est pas prêt à recevoir une bonne nouvelle, ça veut dire que ça nous crée aussi potentiellement un stress, et ça crée un stress ou une tension pour la personne qui arrive, on va comme ça avoir peut-être une différence d'alignement
entre ce qui existe et ce que la personne va découvrir. Je vais y revenir dans le processus psychologique. Et ça, donc, c'est un chiffre qui, moi, m'a choqué quasiment, de se sentir prêt. Deuxième chiffre, c'est 65% des entreprises qui ne possèdent pas de parcours d'onboarding. Ça veut dire que dans le chiffre précédent, il y en a beaucoup qui ont un parcours d'onboarding, mais 65% n'en ont pas. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une majorité qui le font au feeling, j'allais dire. Et on peut très bien intégrer au feeling, ça ne pose pas de problème. Je veux déculpabiliser des entreprises. C'est vrai qu'il est bien d'avoir des process, évidemment, d'avoir des outils. Par contre, il n'y a pas de culpabilité à avoir. C'est essentiellement une source de progression. Voilà, il y a des collaborateurs qu'on a mal intégrés, mais qui sont hyper investis dans l'entreprise. Mais par contre, c'est vrai qu'il est mieux de formaliser les choses et de structurer avec un certain nombre d'outils. Troisième chiffre intéressant, c'est un tiers. Un tiers, c'est le nombre de cadres qui démissionnent suite à une mauvaise intégration, qui disent démissionner suite à une mauvaise intégration. Là, on est dans le domaine des cadres. Tout à l'heure, c'était une étude de Deloitte, là, c'est une étude de cadre-emploi. C'est important, c'est intéressant et c'est important. Un tiers des personnes qu'on recrute, on parle des cadres ici, démissionnent suite à une mauvaise intégration. C'est-à-dire que la démission, ça vient d'eux, c'est pas l'entreprise. Ça veut dire que c'est un ressenti personnel des cadres qui se disent je ne suis pas à ma place. Alors, il ne faut pas non plus culpabiliser l'intégration. C'est aussi parfois des mauvais recrutements. Ça existe, des mauvais recrutements, des erreurs de recrutement, soit de la faute de l'entreprise, soit de la faute du collaborateur. Mais derrière, forcément, l'intégration a un point aussi. Et vous allez voir que moi, je mets le recrutement dans l'intégration. Et je ne suis pas seul à le faire. Quatrième chiffre, 6 à 8 mois. Alors ça, c'est plutôt de l'observation de différents métiers. C'est le temps avant d'être pleinement opérationnel pour un collaborateur. Ça veut dire que si on a ce chiffre-là, ça nous oblige à penser l'onboarding dans le temps. Et la question, c'est un onboarding, ça dure combien de temps? 1 jour, 2 jours, 5 jours, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 8 mois, 1 an? Eh bien ouais, il y a une question à se poser en fonction du métier et de l'organisation et de l'enjeu aussi parfois du métier. Donc, ces 4 chiffres-là nous donnent une vision et de l'entreprise et du collaborateur. Ça nous donne une notion aussi, ça nous rappelle un certain nombre d'enjeux et ça nous donne une vision de temps. Alors, maintenant, c'est pourquoi on n'intègre pas ou pourquoi on n'intègre pas bien. Bah ouais, forcément, on a vu qu'il y a des enjeux, les chiffres sont parlants. Et ben en fait, il y a 4 raisons principales. La première, c'est que ça prend du temps à tout le monde. Faire un parcours d'intégration, c'est des personnes qui parlent, c'est des personnes qui accompagnent, c'est des outils à créer, ça prend du temps et puis ça prend du temps aussi aux collaborateurs. Parfois, il y a des métiers sur lesquels on attend une réactivité et un résultat très rapide. Alors, c'est comme tout, plus on intègre, mieux on intègre et plus on aura de résultats, mais sur le coup, ça prend du temps et ça peut générer aussi une forme de tension pour l'entreprise. Deuxième point, il y a quelque chose qui est, je pense, assez fondamental, c'est qu'on se protège derrière l'idée que chacun est responsable de sa propre intégration. Particulièrement quand on arrive sur des fonctions plus élevées de responsabilité, on parlait des cadres tout à l'heure, entre autres, on considère que les gens sont professionnels, que les gens sont responsables et que c'est aussi à eux d'aller chercher l'info, c'est à eux de trouver, c'est à eux de s'intégrer. Et c'est aussi une des qualités que l'on demande au XXIe siècle aux collaborateurs, la capacité d'adaptation, de flexibilité, d'aller chercher, de créativité, d'innovation, etc. Et donc, c'est vrai que la capacité d'un collaborateur de s'intégrer est déjà représentative. C'est, j'allais dire, le premier test d'une période d'essai. Et c'est vrai que si on donne tout à manger, dans la bouche du collaborateur, si je peux prendre cette image-là, eh ben, on enlève aussi cette forme de responsabilisation. Alors, je dis pas qu'il ne faut pas intégrer, je dis pas qu'il faut mettre tout le monde responsable de sa propre intégration. C'est vraiment un juste milieu, mais il est quand même, à mon sens, important de donner un certain nombre d'outils et de guider ou d'accompagner. On verra quand même toute la capacité d'adaptation de la personne, sa vitesse et sa capacité de compréhension, on les verra quand même. Ensuite, il faut structurer des outils, et ça, c'est une réflexion à avoir, c'est du temps aussi, il faut avoir la ressource pour pouvoir le faire, tout simplement. Et puis, on se dit que c'est complexe parce que ça dépend des métiers, donc il y a différentes façons d'intégrer, il y a différents parcours à créer, et donc, effectivement, c'est long. C'est long et ça demande des ressources pour le faire, et ça demande aussi de l'argent, et ça, c'est le 4e point. Une intégration coûte de l'argent, on ne le dira jamais assez, ça en fait économiser derrière,
Mais c'est vrai que quand il faut en dépenser au début, on pense plus à ce qu'on dépense que ce qu'on va gagner derrière, surtout quand ce qu'on va gagner est un peu imperceptible. Donc voilà les 4 raisons qu'on ne le fait pas et que vous, probablement, vous ne le faites pas ou pas assez bien peut-être dans vos structures. Alors, on va arriver au cœur de ce que je voulais vous expliquer. Alors, pardon, j'ai oublié ce point-là. Juste avant, j'ai parlé du temps et en fait, la question c'est qu'est-ce que l'onboarding et où est-ce que ça commence et quand est-ce que ça finit? Eh bien, pour moi, le parcours d'intégration, ça commence dès l'embauche, c'est-à-dire dès la signature d'un contrat. On pourrait même dire que ça commence avant, dans la capacité à fédérer des personnes qui nous ressemblent, qui ont les mêmes valeurs que nous. Forcément, si je recrute quelqu'un qui a les mêmes valeurs, si je mets en avant des process ou des outils de cooptation, eh bien forcément, on est avant l'embauche et on est déjà dans une forme d'onboarding. Après, il y a ce qu'on appelle le pré-boarding, qui est souvent qu'on met entre l'embauche et l'arrivée du collaborateur. Parfois, c'est quelques jours, parfois, ça peut être quelques mois. Et le pré-boarding peut commencer aussi avant, tout ce que je vous disais avant, hein, quand on fait la cooptation, mais déjà dans l'onboarding, puisque on va recruter ses propres collaborateurs, ses propres collègues. Il y a l'arrivée, et puis après, il y a la période d'onboarding. Les questions, c'est combien de temps ça doit durer, quel processus psychologique on va suivre et comment être sûr d'intégrer. Et encore une fois, l'outil n'est qu'un outil. Il faut vraiment se positionner sur l'angle de celui qui arrive. C'est ça qui est important. Je mettrai en avant la question de l'onboarding passif ou actif. Et puis, on parlera des outils aussi et entre autres du micro-learning. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Alors, donc, on va dans le cœur de ces 5 composantes psychologiques de l'onboarding. Je les ai mises en rond et en même temps, j'ai mis des numéros que je vois qui vont sauter lors de l'affichage en mode diaporama, le 3L4 en l'occurrence, mais ça ne change pas le sens. Je les ai mis dans l'ordre, mais en cercle, parce que forcément, il n'y a pas une suite logique, séquentielle, il n'y a pas de conditions pour passer à l'étape d'après. Tout ça se fait de manière itérative, bien sûr, et concomitante. Mais par contre, il y a quand même un genre de mini processus intellectuel qui fait que si je n'ai pas passé certaines étapes, j'aurais du mal à passer aux autres. Forcément, vous ne pouvez pas, par exemple, vous sentir légitime si vous n'avez pas sentiment d'appartenance. Forcément. Vous ne pouvez pas vous projeter si vous n'avez pas compris. Mais tout ça n'est pas séquentiel, simpliste, j'allais dire. C'est beaucoup plus complexe que ça. Les 5 composantes psychologiques, donc je me projette dans la tête d'une personne qui arrive et imaginez-vous lorsque vous êtes arrivé dans votre dernier job, par quelles étapes dans votre tête, dans votre cœur aussi, vous êtes passé pour pouvoir vous intégrer. Eh bien, la première chose, c'est qu'on a besoin d'être rassuré. Vous êtes fait une image de l'entreprise, de votre métier, de votre avenir. Cette image, vous la projetez quand même sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, parfois plus. Vous avez besoin de vous rassurer. Si vous n'êtes pas rassuré dans les premières heures, et ça se joue vraiment dans les premières heures d'arrivée, vous rentrez chez vous le premier jour et vous dites « Oula, c'est pas gagné », forcément, c'est pas gagné. Donc, la première chose, c'est une notion de rassurance. Donc, on cherche à se rassurer. Ensuite, on a besoin de comprendre. Forcément, on a besoin de comprendre ce qu'on va faire. On a besoin de comprendre comment ça fonctionne, qui fait quoi, etc. On a besoin de se projeter dans l'avenir, de se projeter dans la réalisation de son métier. On a besoin d'appartenir à un groupe. Et enfin, on a besoin de se sentir légitime, c'est-à-dire à sa place, pour pouvoir prendre des responsabilités et faire un travail de qualité. Alors, je suis allé plus loin dans la démarche et dans l'explication. Et j'ai repris chacun de ces items, version collaborateur, version entreprise, et surtout, concrètement, qu'est-ce qu'on aborde comme thème? Alors, dans la notion de rassurance, ce que veut comprendre le collaborateur qui arrive, c'est moi, ici, maintenant. Je viens d'arriver. Qu'est-ce que je suis? Qui je suis? Comment je suis, moi, là, tout de suite, maintenant? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens pas bien? Et ça va, c'est ce que je disais, des premières heures, ça va ancrer mon état d'esprit. Si dans les premières heures, je ne me sens pas bien ici, forcément, c'est mort. Et donc, côté entreprise, qu'elle doit montrer pour assurer, c'est tout ce que tu as vu, tout ce qu'on t'a dit, ça existe.
Et c'est même mieux peut-être parce qu'on ne t'a pas tout dit, tu vas découvrir plein de choses. Donc voilà les deux messages, celui ressenti, moi ici maintenant, et l'entreprise, ça existe, et même mieux. Alors les thématiques qu'on va aborder, ou dans le détail pour se rassurer, c'est de se sentir attendu. Ah, ça tombe bien, on t'attendait. Ah, on t'a tout préparé. Tu es le bienvenu. Alors, il y a le stéréotype classique du mot de passe, de la messagerie, de la carte de visite, etc., du bureau. C'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Se sentir attendu, c'est voir aussi, quand on fait le tour des collaborateurs, par exemple, ou des informations qui sont communiquées, de savoir que c'est prêt et que les autres attendaient notre arrivée pour pouvoir créer quelque chose. Il n'y a rien de plus engageant que quelqu'un qui arrive et qui se dit « Waouh, ah, on m'attendait quand même. Ah, ça fait du bien, je me sens important. Je me sens exister. » On a besoin de savoir le qui fait quoi, bien sûr. Où est-ce que je me positionne, moi, dans ce truc-là, dans ce magma. Alors, de manière embryonnaire, mais j'ai quand même besoin de le savoir. J'ai besoin d'infos pratiques. Pyramide de Maslow, on peut la contester, mais elle existe encore. Il y a des besoins tout bêtes de la vie quotidienne. Les infos pratiques, c'est où est-ce que je me connecte, comment je me connecte, mon email, c'est comment je vais travailler, mon bureau, mes collègues, la machine à café, la restauration, la place de parking, voilà, le qui fait quoi, tout ça. Ça, c'est important, c'est comment je vais vivre au quotidien. Si dans les premières heures, je me sens attendu, je sais qui fait quoi, je me sens sécurisé de manière pratique dans mes temps de travail, dans mes horaires, dans mes badges, dans mes infos d'entrée, dans mes conditions de travail et dans la manière dont je vais vivre, déjà, là, je rentre chez moi le soir et je me dis « Waouh, ça va être bien ». Donc ça, c'est pas qu'une journée, mais c'est le premier point. Deuxième point, j'ai besoin de comprendre. Et donc, dans comprendre, le collaborateur, il se dit « Que fait-on et pourquoi on le fait ?» Et côté entreprise, c'est donner du sens. Donc vous allez donner du sens au métier du collaborateur, donner du sens à le sens de votre entreprise, le sens de nos missions. Et le collaborateur va comprendre ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Alors on sait bien, il n'y a aucune motivation sans pourquoi derrière. Et là, on va parler stratégie, on va parler structure de l'entreprise, on va parler de l'offre, des produits, des services, on va parler des clients. On peut raconter aussi des success stories pour projeter la personne dans une forme de compréhension de son métier, de l'organisation et qu'il puisse se positionner. Il a besoin de comprendre où est-ce qu'il va se positionner et quelle est sa valeur ajoutée dans tout ça. Ensuite, se projeter. Ce qu'il ressent, lui, c'est moi demain. Moi demain, il y a le vrai demain et puis il y a le demain dans un mois, dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Je suis qui? Je vais faire quoi? Je vais être comment? Et donc, ce que doit faire l'entreprise pour projeter le collaborateur, c'est créer une image. Elle doit projeter des images dans la tête du collaborateur et donc rendre concret ce qui n'existe pas encore. On fait ça très bien en hypnose, par exemple, en auto-hypnose. Si vous êtes féru de ce genre de domaine, on crée des images, on projette des images dans la tête des personnes et ça permet de se projeter. C'est une technique de coaching également, bien connue des sportifs et des coachs sportifs. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir là-dedans? On va rentrer plus dans ma mission, mon organisation, mon évolution de carrière, donc principalement, mes opportunités et ma vie ici. Ma vie ici, mais pas le quotidien dont je parlais au début, c'est comment je me projette dans ma vie. Imaginez-vous dans un couple, dans vos passions, dans vos loisirs, vous avez besoin de vous projeter, vous donner des objectifs de vie, de réussite, de construire une maison, de fonder une famille, de vous marier, de faire ce que vous voulez, de partir en vacances avec des amis. Vous avez besoin de vous projeter à long terme. Et sans projection, on vit au jour le jour. Et en vivant au jour le jour, on n'a pas d'ancrage. Donc, il faut absolument créer cette image pour que la personne puisse se dire « Moi, demain, je serai où, je ferai quoi ?» Ensuite, il y a le sentiment d'appartenance. C'est moi au milieu des autres. Qui je suis, moi, au milieu de tout ça? Et vous voyez bien qu'on va aller vers la forme de légitimité derrière. Moi, au milieu de tout ça, vous, entreprise, vous devez faire adhérer à une histoire. Faire adhérer à une histoire, c'est parler des valeurs, c'est parler du groupe, c'est parler de la culture, c'est parler des ambitions. Et ça peut aller plus loin, ça peut être les totems de l'entreprise, ça peut être les personnes importantes, ça peut être les moments clés de l'histoire de l'entreprise, ça peut être le pourquoi on est là, ça peut être la vie du fondateur ou des fondateurs s'il y en a. C'est tous ces signes, tous ces symboles qui vont ancrer le collaborateur. Et c'est là il va se dire
je me sens bien au milieu des autres, exactement comme vous êtes, encore une fois, dans votre couple, dans votre famille, avec vos amis, dans une association. Si vous ne vous sentez pas appartenir, eh bien, vous partirez forcément. Enfin, se sentir légitime, c'est ma liberté d'action. J'ai besoin de ne pas avoir à chaque fois à m'excuser de faire des choses, à me justifier de faire des choses. Je dois pouvoir travailler pour pouvoir m'épanouir de façon libre. Et pour ça, l'entreprise doit transmettre la connaissance ou la reconnaissance. Il faut que le travail de l'entreprise, c'est faire en sorte que le collaborateur soit connu et reconnu. Alors, forcément, il n'y a pas que dans la 5e étape, ça se fait dès la rassurance, voilà, un peu tout le temps, quand on se présente les premières heures aux collègues, on a besoin de dire, voilà, c'est Vincent qui arrive, il va faire ça, voilà son métier, voilà, il vient d'où, tu expliques d'où tu viens, pourquoi tu es là, etc., et toi, etc., etc. Derrière, on va parler de quoi? Donc, de bien avoir été présenté, d'avoir été valorisé, et ça, c'est important parce qu'on présente souvent qui on est, mais pas forcément le pourquoi on est là. Pourquoi, quelle va être notre mission précise et pourquoi on t'a choisi toi plutôt qu'un autre. On va revenir aussi à des choses sur où trouver l'info, être sûr que le collaborateur ait la liberté d'action pour ne pas être entravé dans son métier par des freins ou des contraintes. Et donc, il a besoin aussi de comprendre les liens, d'aller beaucoup plus loin. En fait, se sentir légitime, ça va être un bout de chaque autre chose pour pouvoir gagner une forme de liberté d'action et de pouvoir être autonome dans son travail. Voilà les 5 étapes du processus psychologique d'intégration d'un collaborateur, comment il se sent, qu'est-ce que doit faire l'entreprise en face et en quoi ça consiste. Vous voyez que c'est une approche qu'on n'a pas toujours, on parle souvent des chiffres, on parle souvent des enjeux, mais on parle rarement du processus psychologique version collaborateur. Je vous ai parlé d'un onboarding actif ou passif. Souvent, l'onboarding, il est passif. C'est-à-dire que le collaborateur, il suit un process, il lit des choses, il suit des formations et on s'arrête là. L'objectif, c'est de rendre l'onboarding actif. Est-ce que le collaborateur, au-delà de comprendre les choses et d'écouter, a une mission? Je vous en reparlerai tout à l'heure. Je ne sais plus si je l'ai mis là directement. Voilà. Je vais en parler tout de suite. En bas à droite, vous avez l'onboarding actif. Vous avez des outils, par exemple l'onboarding personnalisé, très adapté aux collaborateurs, voire interactif. Vous avez aussi les rapports d'étonnement qui existent, qui obligent le collaborateur à donner du sens, à aller rechercher, à créer une forme d'analyse de son job et de l'entreprise, ce qui donne un éclairage à l'entreprise, mais surtout qui le rend actif lui et qui l'oblige à suivre des process, à suivre des étapes, à analyser un certain nombre de choses et à prendre le temps de se poser. Je vais revenir en haut sur les outils. Vous voyez que j'ai mis en avant l'accompagnement physique, celui des managers, des RH, des collègues. Les collègues aussi sont importants dans l'onboarding. Versus l'accompagnement virtuel qui est en bas à gauche de mon slide. Il y a, j'allais dire que l'essentiel doit être forcément dans l'accompagnement physique. On peut se faire aider du virtuel. La visite de l'entreprise, la rencontre des collègues, la rencontre avec les RH, avec la direction, quel que soit le moyen, que ce soit le tour des bureaux. Alors, en distanciel, forcément, c'est plus compliqué, d'où les outils digitaux. Les journées d'intégration qui peuvent avoir lieu en distanciel ou en présentiel, le livret d'accueil classique qu'on fait de moins en moins, qui est de plus en plus digitalisé, mais qui existe toujours. Et puis les points réguliers, ça c'est quelque chose qui est souvent oublié. On rentre directement dans le process et le parcours d'intégration devient quelque chose d'informel, alors qu'il va falloir essayer de le formaliser. Vous savez que, vous savez ou pas d'ailleurs, que il y a le fait de dire les choses et le fait de les formaliser, de les écrire. Quand on les écrit, elles deviennent immuables, elles deviennent obligatoires, elles deviennent des étapes clés qui donnent des points de repère et donc des points d'accroche. C'est plus fort que des mots. Et donc, on doit avoir des points réguliers d'intégration. Alors, des points, c'est pas toutes les semaines, c'est pas forcément long, mais qu'ils soient virtuels ou physiques, il doit y avoir des points d'arrêt pour pouvoir savoir comment se sent le collaborateur ou la collaboratrice dans son métier. L'accompagnement virtuel, vous allez trouver toutes les ressources qu'il y a sur l'intranet ou toutes les ressources en ligne que vous pouvez avoir. Il y a des applis d'intégration. Je vous en ai donné quelques-unes ici. C'est probablement pas exhaustif. C'est celles qu'on retrouve le plus souvent, qui vont aider le collaborateur à trouver des ressources,
à se présenter. Alors, il y a plein de types d'applis. Ça peut être parfois un petit peu lourd. Il faut avoir des grosses structures aussi quand même pour que ça vaille le coup, parce que c'est du temps à y passer, même si la ressource digitale n'est pas forcément coûteuse, ben, c'est quand même du temps. Donc, voilà, à voir dans quelles conditions ça peut s'intégrer. Dans les grosses entreprises, ça peut avoir forcément du sens, dans les petites, à voir. La formation en ligne, on va en parler juste après. Et le micro-learning, pour le coup, est hyper adapté. Et puis, les réseaux sociaux aussi. Alors, j'ai mis les réseaux sociaux parce qu'il y a toute une notion de marque employeur et puis de représentation de cette marque employeur. Les réseaux sociaux sont de plus en plus utiles. Enfin, pas utiles, mais utilisés, pardon, de manière native et naturelle par des collaborateurs qui arrivent dans une entreprise en prenant leurs photos. Super, j'ai signé mon contrat de travail, je vais intégrer machin, nouvelle aventure, etc. Et c'est aussi un moyen d'appartenance. Et si les RH sont là, je vais le prendre à l'envers. Si le collaborateur met sur LinkedIn, j'arrive dans cette entreprise et qu'il est tout heureux et que personne dans l'entreprise relaie, bah forcément, c'est un peu déceptif. Il va faire jouer son réseau, c'est sympa. Mais si à l'inverse, l'entreprise fait un relais en disant bienvenue chez nous, on est heureux de te retrouver pour la mission de machin, que les collègues tag, etc., que notre manager tag, bah forcément, il y a tout de suite une facilité d'intégration et un sentiment d'appartenance, comme je le disais tout à l'heure. Et ça, c'est souvent oublié. C'est pour ça que je l'ai bien mis en évidence. Et puis, l'onboarding actif, j'en ai parlé aussi tout à l'heure. Petit point en 2 minutes sur le micro-learning. Alors, le micro-learning, vous le savez peut-être, c'est un moyen de formation qui est digital avant tout et qui a le vent en poupe. Je vous ai mis ce slide-là que je montre assez souvent sur une étude ISTF qui montre que le micro et le fast learning sont les modalités qui sont ressenties comme les plus efficaces par des RH d'entreprises privées, publiques et les organismes de formation. Forcément, il y en a d'autres qui sont en baisse. Après, en volumétrie, en valeur, c'est un peu autre chose. Mais en tout cas, en pourcentage de ressenti, le micro-learning a vraiment le vent en poupe aujourd'hui. Comment ça marche? En fait, le micro-learning, c'est des capsules de formation de quelques minutes, quelques secondes, quelques minutes par jour. Et chez nous, ça marche de cette manière-là. Côté RH, vous créez, il y a une plateforme sur laquelle on peut vous aider à créer des modules de formation. On crée des parcours, seuls ou sous-traités ou avec l'aide de YouMonkeys. On enregistre ses contacts. On peut faire aussi des liens si vous avez des grosses structures avec le SIRH pour que ce soit fait de manière automatisée. Chez YouMonkeys, dans la Monkey Suite, on a une API pour ça. Après, vous lancez vos classes, vos promotions, vous les appelez comme vous voulez, ou vos collaborateurs, vos arrivants de manière seule. Vous les intégrez c'est le cas de le dire, dans ce parcours. Vous suivez leur évolution sur un tableau de bord pour voir s'il est engagé, désengagé. Vous pouvez identifier des potentiels ou des décrochages. Et côté apprenant ou côté intégré, eh bien, les arrivants reçoivent des messages quotidiens, soit par SMS, soit par email. Et ça, c'est hyper engageant parce que ça veut dire que c'est un lien que l'entreprise envoie à son collaborateur. C'est un signe quotidien de te dire on est avec toi. Et si vous mettez le bon contenu avec des vidéos, avec des images, des choses intéressantes, des liens, etc., ça peut être très humain, ne serait-ce que dans la manière de présenter. Vous voyez en dessous, dans les exemples que l'on a, qu'il y a toujours la photo. Ça peut être la photo du manager, du directeur, de n'importe qui. Ça peut être très personnalisé. Et donc, on envoie vers un contenu intelligent. On accède au contenu. On apprend ou on réalise un certain nombre d'actions. Tu peux aller voir ton manager, pose-lui telle question, va sur l'intranet, recherche quelle ressource, trouve la réponse à telle question. Il peut y avoir des quiz, il peut y avoir des vidéos, il peut y avoir des podcasts, il peut y avoir tout un tas de choses. Ça peut être hyper complet. Les collaborateurs valident leur journée d'intégration et donc ils peuvent revenir ensuite, grâce à leur interface sur leur, là j'ai mis sur mobile, mais qui marche aussi sur desktop, leur espace MyMonkey, sur l'ensemble des journées. Et donc, sur un parcours de 3, 4, 5 semaines, ils peuvent revoir tout ce qu'ils ont loupé. On peut faire des liens aussi sur des stimulations précédentes. Voilà comment ça fonctionne. Je vous ai mis ici un parcours type qui correspond aux 5 points que je vous ai identifiés tout à l'heure. Ça correspond à un parcours de 4 à 5 semaines que l'on peut faire en micro-learning avec, en l'occurrence, YouMonkeys là dans ce cadre-là. Se rassurer, le bienvenu, le programme de l'intégration, le qui fait quoi, les outils internes avec des liens, la vie au quotidien, tout ça, ça peut prendre une semaine, par exemple.
comprendre la stratégie de l'entreprise, la structure du groupe, de l'entreprise, de mon service, l'offre produit, l'offre service, la concurrence. On présente les enjeux aussi de nos produits, de nos services ou nos enjeux face à la concurrence. On peut parler des principaux clients, de success story. Tout ça, ça permet de mieux comprendre. Et bien sûr, on peut l'adapter aux besoins du client, de l'intégrer. Si vous intégrez un acheteur, il faut aussi parler des fournisseurs, très probablement. Se projeter, prendre le temps de réfléchir à ma mission, à mon organisation, à mon évolution, à mes opportunités et à ma vie ici. Vous voyez qu'il y a des choses qui sont là génériques, des opportunités par exemple, quoique d'ailleurs, mais c'est essentiellement spécifique. Donc là, on peut faire des adaptations par typologie de métier. Le reste étant plutôt générique, les deux premiers points. Appartenir, ça c'est aussi générique, l'histoire du groupe, les valeurs, la culture, l'ambition. Tout ça, ça va nous aider. Ça reprend le point 2, vous voyez également, mais en allant plus loin. Et puis se sentir légitime, là c'est aussi plus personnalisé. Et il faut forcément là aussi de l'accompagnement humain derrière. Hein. Tout ne se fait pas sur du digital, heureusement, mais être sûr d'avoir bien été présenté, d'être connu, d'être reconnu, comme je dis, d'avoir été valorisé, d'aller plus loin dans les ressources internes à ma disposition, comprendre les liens entre les équipes ou les enjeux plus précisément de chaque équipe, de m'obliger à répondre à des questions, à des quiz, de m'obliger à aller voir des gens également, à présenter mon métier. Vous voyez, on a des jeux comme ça où on demande à un collaborateur d'aller voir 5 personnes et d'expliquer son métier, voir si c'est compris, voir si on l'explique bien, si nous-mêmes on l'a bien capté, son métier et ses enjeux. Puis on donne un guide. Voilà, en 1 minute, tu dois expliquer ton métier en donnant les enjeux, en disant ce que tu fais, tes activités, d'où tu viens, qui tu es, etc. Donc des exercices intéressants. Voilà ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut faire avec du micro-learning pour pouvoir répondre aux 5 enjeux dont je parlais. Je vais répondre à vos questions ou je vais voir un peu ce qu'il y a, je vais pouvoir échanger. Juste pour ceux qui doivent nous quitter, parce qu'on se concentre sur un contenu d'environ 1 demi-heure à peu près. Ça, je vous ai mis à titre d'info à quoi ça ressemble de manière un petit peu plus grande. Alors ça, c'est plutôt sur des parcours de formation. Et vous voyez le message et puis à quoi ça ressemble avec la photo de la personne qui parle, qui intègre. Ça peut être les RH, ça peut être le manager, ça peut être différentes personnes. Ça, c'est l'interface MyMonkey, le suivi des engagements. Mais c'était surtout ça. Juste avant, pour ceux qui doivent nous quitter, si vous voulez discuter un petit peu plus longuement, si vous voulez discuter plus longuement, contactez-nous, contactez-moi sur les réseaux sociaux ou sur Contact. Vous allez recevoir un mail aussi juste après pour vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. Vous pouvez y répondre si vous voulez. Vous pouvez aller tester, et ça, je vous invite vraiment à le faire. On a en plus un nouveau parcours pour tester nos solutions et pour bien comprendre ce qu'est le micro-learning et vous pourrez vous projeter comme on le fait dans un cadre d'onboarding. Vous pouvez vous inscrire à la Minute du Singe, qui est une minute d'inspiration par semaine, sur le management, l'innovation, les RH, etc. Puis bien sûr, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation personnelle. Je vais prendre vos questions. Alors, Serge, merci Vincent, c'était très intéressant. Merci de ce retour. Donc là, c'est maintenant. Est-ce que vous avez répondu au sondage d'ailleurs? Vous n'avez pas répondu au sondage. Peut-être qu'on n'a pas lancé, qui sait. Je vous invite à y répondre quand même, ce serait sympa, ce serait bien d'avoir cette vision. Alors, y a-t-il un délai pertinent pour rendre le rapport d'étonnement? Question de Florence. Alors, non, il n'y a rien qui est écrit dans le marbre, ça dépend de plein de choses. Merci Valérie de votre merci. Donc, ça dépend de plein de choses. On dit souvent, il y a 2 tendances. Il y a le rapport d'1 mois et des 3 mois. Les 3 mois souvent rattachés aux 100 jours. Personnellement, je trouve que 100 jours, ça fait beaucoup. Ça fait 3 mois voire un peu plus, les 3 mois et 10 jours à peu près, quasiment 3 mois et demi. Je trouve que c'est long parce qu'on est dans un monde dans lequel tout va très vite. Et moi, je considère que si on fait un travail sur 3 mois et demi, c'est limite un mémoire, quoi. C'est trop compliqué, c'est peut-être trop engageant. Ça empêche, et surtout, il y a un risque de démotivation. Moi, je préfère, c'est personnel et de ce que je vois, ça marche bien, de plus en plus d'avoir des managements à court terme, des actions à court terme, des objectifs à court terme.
Je préfère un rapport d'étonnement à faire dans le mois ou avoir 2 ou 3 rapports d'étonnement différents, donc un rapport d'étonnement à plusieurs étapes. L'un qui peut être au bout d'une semaine ou 2 semaines. 2 semaines, ça peut être pas mal. Au bout d'un mois, éventuellement au bout de 3 mois. Ça, c'est des choses intéressantes. Mais forcément, ça demande du temps. Après, quel est le support du rapport d'étonnement? Est-ce que c'est un outil? Est-ce que c'est un fichier en ligne sur un serveur? Est-ce que c'est un entretien avec une grille? En tout cas, le rapport d'étonnement demande du travail. Moi, je suis pour le rapport d'étonnement, mais pas pour un rapport d'étonnement de 3 mois et demi. Si moi, je devais en mettre un dans mon entreprise, je ferais plutôt une première étape sur 15 jours et un autre à peu près sur 4 à 6 semaines. Et après, je transforme ça par voilà, un point informel, mais plus un rapport d'étonnement. Et comme ça, 3 étapes peuvent être, voilà, c'est le minimum, je vais dire, mais qui sont efficaces. Après, il peut y avoir des entretiens, il peut y avoir d'autres actions plus tard, mais c'est plus ce qu'on appelle un rapport d'étonnement classique. Quel est l'intérêt et la différence? Donc, ça, question d'Aline, la différence du micro et fast learning vis-à-vis d'une appli de onboarding. Alors, très bonne question. On dissocie le micro et le fast learning, il y a 2 mots. Honnêtement, c'est à peu près la même chose. On dit que le micro-learning, c'est quelques secondes à 3 minutes de formation par jour, alors que le fast learning, c'est plutôt sur les 3 à 15 minutes. Après, on est sur du e-learning classique. Vous comprenez que c'est des différences très, c'est des terminologies avec des barrières, des frontières un peu officielles, mais dans la réalité, c'est à peu près la même chose. Je fais quand même une différence. Vous avez des applications de micro-learning. Par exemple, pour allumer votre téléphone, vous devez répondre à une question. Ou alors, vous devez répondre à une question par jour. Là, on est vraiment dans du 5, 10, 15, 30 secondes maximum. Ça peut être utile pour donner des infos. Il y a ça, par exemple, pour réviser le bac. À chaque fois que vous allumez votre téléphone, l'élève allume son téléphone, il doit répondre à une question qui fait partie du programme. Bon, ça peut être pratique. Je ne suis pas forcément fan, moi, de ce genre de choses parce que je trouve que ça manque de contenu et de profondeur. Le fast learning dans un parcours d'intégration, 10 à 15 minutes par jour, ça peut être un peu lourd. C'est pour ça que les contenus de 3, 5, 10 minutes par jour, c'est largement suffisant. À mon sens, donc, c'est pour ça que le micro-learning est hyper efficace. Les applis d'onboarding vont avoir des fonctionnalités supérieures. Vous avez plein de liens sur plein de choses. Vous avez aussi, alors il y a plein d'outils, hein, donc je vous donne des fonctionnalités globales. Vous allez avoir des programmes de formation, vous allez avoir des mises en relation, vous allez avoir des webinaires, vous avez des messages envoyés automatiquement à un certain nombre de personnes. Par exemple, les gens avec qui vous allez travailler vont être informés de votre venue, vous devez marquer des messages, eux vont les recevoir, ça permet de créer de l'interaction, de ne pas déjeuner tout seul le midi, de savoir aux autres d'où vous venez, de pourquoi vous êtes là, quel est votre métier. J'allais dire, l'intérêt, il est plutôt dans l'aspect social des choses. Tout le reste, on peut le faire en micro-learning. Vous pouvez mettre des liens sur un intranet, retrouver les procédures qualité, bah, c'est ici, tu cliques dessus et on arrive directement sur l'intranet et sur le bon fichier. Tout ça, on sait faire en micro-learning. Par contre, on sera un peu plus dans du descendant et l'apprenant ou l'arrivant sera un peu plus seul face à ce contenu-là. Mais c'est pas parce qu'il est seul qu'il va être solitaire. Bien au contraire, parce que l'onboarding, c'est pas que, encore une fois, un outil digital. Et là, j'en arrive au risque des outils d'onboarding classiques, parce que je vous ai donné les avantages. Maintenant, l'inconvénient, c'est la déresponsabilisation des acteurs. En mettant un outil, mais ça, c'est valable sur tous les outils, dès que vous digitalisez, il y a un risque de déresponsabilisation de celui qui, normalement, devrait être responsable, potentiellement du manager ou des RH. Alors, c'est vrai que ça va créer du lien, ça va créer des choses, mais moi, je pense qu'il est important aussi d'être dans ce lien constant. Et dans le micro-learning, on peut avoir ce lien aussi. On peut être face à un contenu, mais derrière, il peut y avoir des interactions avec des personnes réelles. Tout dépend comment on le construit, ce parcours d'onboarding. Donc voilà, moi, ce que je dirais sur les atouts et les inconvénients. J'espère que ça répond à votre question, Aline. On a fait le tour à peu près du sujet, les midi 15, sauf si vous avez d'autres questions. Moi, ce que je vous invite à faire, merci Aline, merci Valérie, ce que je vous invite à faire si vous le souhaitez. Au micro-learning, on peut faire plein de choses et l'intégration est un des pans du micro-learning.
Ce qui est intéressant aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand vous faites de l'onboarding en micro-learning, ça veut dire que votre outil de micro-learning est aussi valable après. On parlait de temps tout à l'heure. Un outil d'intégration, ce n'est pas forcément valable 6 mois, 1 an ou 2 ans pour le collaborateur. C'est vraiment un outil ponctuel. Alors que dans le micro-learning, on peut très bien ancrer directement ou programmer directement une montée en évolution qui n'est plus que de l'intégration, qui est aussi de la formation, avec les b.a.-ba, les gestes métiers, les b.a.-ba du métier, les formations sur, alors ça dépend de notre métier, mais des commerciaux sur la vente, sur notre philosophie de la vente, sur nos techniques de vente, sur nos outils de vente, ou sur la vente de façon générale. Pour les managers, sur des techniques de management. On a un catalogue avec comment faire des entretiens individuels et professionnels, des entretiens annuels et professionnels, sur le management émotionnel, sur tout un tas de choses. Et donc, on peut donner la suite de l'intégration, qui peut se faire sur 3, 4, 5 semaines, avec des modules qui, là, vont s'étaler sur 6 mois, par exemple. Et là, ça devient hyper intéressant de mettre en place du micro-learning, parce qu'il y a une vraie suite de l'intégration à la formation. Et donc, on met en parallèle la capacité d'intégrer et la montée en compétences. Et là, pour le coup, ça devient hyper puissant. Voilà. J'en ai fait le tour. S'il y a plus d'autres questions, merci d'être venu. J'ai envie de vous dire, restons en contact. On fait un webinaire par mois pour les RH. Donc, je vous invite à rester connecté sur les réseaux sociaux pour voir ce que l'on fait. Le prochain sujet, si ma mémoire est bonne, on sort une nouvelle version de notre application, la Monkey Suite, beaucoup plus intuitive avec plein de fonctionnalités, nouveaux designs, etc. Vous pouvez la tester déjà, cette application, gratuitement. Si vous voulez vous amuser à créer des parcours d'onboarding ou de formation, vous pouvez le faire gratuitement pendant 1 mois. Dans 3 semaines, la nouvelle version sort, donc elle sera encore plus jolie. Et vous pouvez déjà vous inscrire. Restons en contact, inscrivez-vous à la Minute du Singe, abonnez-vous si vous voulez aussi au parcours test. Et puis je resterai disponible sur les réseaux sociaux ou par téléphone ou comme vous voulez pour répondre à toutes vos questions et envisager quelques parcours ou modules que ce soit. Je vous souhaite un très bon appétit, une très belle journée. Pas encore un bon week-end, mais ce sera pour plus tard. Aline. Et donc, on attend 1 mois pour tester la plateforme. Alors, si vous voulez vraiment la plus belle version finale de tout, la nouvelle évolution, oui, mais je vous invite déjà à la tester tout de suite. Toutes les fonctionnalités de création sont quasiment les mêmes. Ce qui va changer, c'est surtout le look. Et aujourd'hui, on a 2 applications, une qui permet de créer et l'autre qui permet d'administrer, de suivre, d'administrer les formations et suivre les stagiaires. C'est 2 applications différentes. Là, elles vont être reliées, l'une et l'autre. Donc, plus intuitif, plus facile d'utilisation, nouveau design. Pour aller plus loin, la première version était faite par parcours. La nouvelle version est faite plutôt par module. Et on peut créer des parcours après, mais on crée des modules et plus des parcours en premier, ce qui va simplifier aussi et dynamiser la création de tout un tas de modules de formation. Et puis, l'autre version fonctionnait par groupe. Et là, on fonctionne par personne, par stagiaire ou par apprenant. Donc, c'est beaucoup plus de souplesse et un suivi plus pertinent. Voilà. Et puis, d'autres fonctionnalités. Mais voilà ce qui change. Donc, vous pouvez quand même la tester. La partie création d'un module est quasiment similaire. Ce ne sera pas le même look, mais toutes les fonctionnalités sont là. C'est plutôt l'administration et dans ce que je vous ai dit que ça va changer. Donc, inscrivez-vous tout de suite. On peut en reparler aussi par téléphone ou en visio. Et puis voilà, avançons là-dessus. Il y a plein de choses à faire. Très bien sur l'intégration des collaborateurs et leur formation. C'est notre mission à nous. Voilà, donc je vous souhaite à nouveau un très bon appétit. Merci d'être resté, merci d'être venu, merci d'être resté. Et rendez-vous le mois prochain sur un nouveau sujet. Et puis restez en contact sur les réseaux sociaux pour voir toutes nos publications, notre blog, etc. Merci à vous. Très belle journée. Au revoir.